c'est la plus grosse peur de ma vie. J'ai pris une calotte à peine arrivé à Scanderia. Tous les jours, je priais, puis c'est fait tirer dessus. Enfin, voilà. Si j'ai passé ça, je passerai tout. Plus rien peut t'arriver. Plus rien. Et j'ai tout de suite compris que j'avais des armes que personne n'avait. C'était une cave coopérative. Elle était sur 3000 mètres carrés de terrain. Elle était affichée à 170 000 balles. Je savais que les vendeurs, ils étaient pressés. Donc j'ai dit à mon pote, à 90 000, j'achète, je mets aucune condition, je m'en fous, j'y vais. Il m'a dit, mais t'es fou, tu vas faire quoi? Et j'ai dit, écoute, tous les dimanches, avec ma mère, je mange le gâteau. Le gâteau, je le coupe en 4. Je l'ai coupé en 4 et j'ai vendu chaque part 120 000. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau format. Aujourd'hui, je reçois un expert et donc le nouveau format sera l'interview expert. J'ai l'honneur de recevoir Florent. Salut Florent. Salut Mathieu. Tu vas bien? Ouais, top. Merci. Bon, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau studio qui est tout nouvellement installé. Magnifique. Il était tellement confortable que tu as voulu en faire un hôtel. Ouais. Florent, je suis hyper content. Ça fait un moment qu'on échange ensemble. T'es marchand de biens, mais tu as eu plein de vies avant. On va découvrir tout ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, quelle est ton activité de marchand de biens, en quoi ça consiste? En quelques mots et après on déroulera. Alors moi je me présente, je m'appelle Florent Albero, j'ai 48 ans, donc je suis marchand de biens depuis 22 ans. J'étais pas destiné à être marchand de biens puisque je suis un ancien militaire, ancien casque bleu, et donc je fais des opérations de flip, comme on dirait aux États-Unis. Donc je fais de l'achat-revente en l'état avec, comme j'ai commencé sans argent, sans expérience, sans argent, donc j'ai commencé à faire des opérations d'achat-revente le même jour, la même heure. Voilà, donc je suis fondateur de WIM, mais mon cœur de métier, c'est l'achat-revente en l'état, la négo, que la négo. C'est la négo. Parce que finalement, le marchand de biens, c'est un terme qui est extrêmement large, mais en fait, il y a différents types de marchands de biens. Toi, tu parles de flip. On rentrera un peu plus dans le détail juste après ce que c'est que le flip. Si je reviens un petit peu sur ton parcours, raconte-nous un peu ton parcours, ta jeunesse. T'étais casque bleu, t'étais dans l'armée, du coup. Plutôt sur le terrain, je sais pas, à voyager, etc. Si tu peux me raconter un peu cette histoire-là et comment t'es tombé dans l'immobilier? C'est quoi ton histoire? Ouais, mon histoire, je pense que pour ceux qui me connaissent, je suis un combattant, je suis un revanchard. Bon, j'ai pas eu une enfance facile. Je pense que c'est déjà le petit point de départ. J'ai été placé en maison d'enfants, j'ai toujours un peu manqué, donc je pense que ça c'est toujours resté. Donc je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu réussir sans vraiment le savoir. J'ai rêvé d'être footballeur. J'ai raté les tests au centre de formation du TFC, donc ça a été un premier échec. Et je pense que du coup, l'armée a été une évidence puisque clairement, je pouvais rien faire d'autre. Donc je me suis engagé à l'armée et première mission, j'ai fini casque bleu à Sarajevo à moins 25 degrés, voilà, le 10 janvier 1995. Et toutes ces expériences, ces 8 ans d'armée où j'ai voyagé, où j'ai été dans des conflits, j'ai fait la Centrafrique, la Guyane française, je pense m'ont forgé, m'ont donné ce côté un peu, ce côté un peu lâche rien. Et c'est ta revanche, c'est un peu ton côté revanchard, c'est là où c'est là où tu puisses ton énergie. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Moi, je te connais bien. Je vois bien l'énergie que tu as. Tu as une énergie débordante, toujours envie de développer quelque chose de nouveau, d'innover. Est-ce que tu as toujours eu cette énergie ou est-ce que c'est un événement particulier, une enfance difficile qui tu penses a créé cette énergie en toi? Ouais, j'ai la haine. J'ai encore la haine. J'ai beaucoup souffert. Je me revois avec ma mère habiter dans une maison d'enfants. Tu vois, il y a toute cette haine un peu de l'enfance qui est encore présente, un peu moins, mais encore présente. Après, c'est vrai qu'en sport-études, l'entraîneur, il m'a dit, bon, toi, tu vas finir derrière parce que je sabrais. Donc, j'avais ce côté très agressif sur le terrain. Donc, tu vois, j'étais pas un bon ailier. Donc, j'ai fini latéral puis libéraux. Donc, j'étais quand même un bon sabreur. Donc, je pense que déjà au foot, j'avais ce côté un peu agressif. À l'armée aussi. C'est pas pour rien que j'ai été dans l'armée de terre. Tu vois, j'aurais pu aller dans un régiment un peu plus cool. Moi, j'ai demandé les forces d'action rapide. Donc, les premiers régiments à partir. Il y a la Légion. Donc, la force d'action rapide, on en fait partie. Donc je pense que voilà, tout ça a accumulé. Je pense que c'est de l'enfance, le sport-études et l'armée qui le côté résilience, persévérance, combatif. Plus je crois que c'est un peu ça, la revanche. Donc tu arrives à l'armée, tu restes combien de temps à l'armée? Je reste 8 ans et demi. 8 ans et demi. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution? C'est-à-dire que tu vas de pays en pays dans les forces spéciales, donc tu fais Sarajevo, est-ce que tu fais d'autres pays? Ouais, alors je commence par Sarajevo, casque bleu, et je pense que, en fait, pour aller plus loin dans la suite, c'est la plus grosse peur de ma vie. Ben oui. Je doute. Et donc, du coup. Quand t'as vécu ça, t'as peur de rien après. Voilà, je pense que. Tu fais nos pays-mots, t'as peur de rien. Voilà, t'as tout compris. Et en fait, le jour où je me suis retrouvé, que j'ai pris une calotte à peine arrivé à Scanderia, là où on était sous la patinoire d'où il y a eu les Jeux Olympiques en 1984 à Sarajevo.
tous les jours, je priais parce qu'il y a eu beaucoup de soldats français, on s'est fait tirer dessus. Enfin, voilà. Et je me suis dit, si j'ai passé ça, je passerai tout. Plus rien peut t'arriver. Plus rien. Après, j'ai eu quand même assez peur aussi en Centrafrique parce que c'est quand même dangereux. L'Afrique, voilà, c'est quand même particulier. Après, il y a la Guyane française aussi, qui a été très très dur. Donc là, c'est physiquement, c'est 98% d'humidité, les stages commando, avec les mecs qui ont fait le Manaus, tu vois, des stages de commando, c'est l'élite de l'élite. Donc on ramasse grave. Donc là, c'est plus de la peur parce que tu vis dans un environnement hostile, tu vois. Quand tu dors dehors dans la forêt amazonienne, c'est pas, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je peux dormir là. Donc en fait, toutes ces missions, j'ai fait le Kosovo aussi, j'étais à Mitrovica, j'ai été à Djibouti, j'ai fait Mayotte aussi, j'ai fait des beaux séjours aussi. Donc j'ai fait pas mal de séjours parce que je faisais du morse moi, j'étais titi tata. En fait à l'armée ils m'ont dit si tu veux bouger, il faut que tu sois faut que tu sois titi tata parce que donc titi tata c'est celui qui envoie des messages cryptés par morse. Ouais voilà. Donc moi, si tu veux, j'ai appris par cœur, donc ça, je pense que ça aide aussi. Clairement, pour être pris, il faut avoir une capacité de mémoire, voilà, et focus. J'ai fait l'anti-sniping, tu vois, c'est le côté, ça aussi, l'armée m'a beaucoup aidé à être ultra focus parfois. Et donc voilà, toutes ces peurs, toutes ces missions, moi, en fait, le jour où je suis rentré dans la vie civile, j'ai tout de suite compris que j'avais des armes que personne n'avait. Donc du coup, si tu dois tirer une leçon de ce que tu as appris, c'est ces voyages, 2, ce passage à l'armée, c'est quoi d'un point de vue, je dirais, mindset, personnalité? Bon, ça, t'as plus peur de rien, donc t'as plus peur de toutes les barrières limitantes liées à la peur, ça, tu les as écartées, aujourd'hui t'as peur de rien quasiment. Ouais. Je le vois, t'es un fonceur. Qu'est-ce que t'as appris d'autre? Ces 8 ans à l'armée? Le premier truc que j'ai appris, Mathieu, c'est simple. J'ai levé la tête quand je suis arrivé dans mon régiment, et le slogan de mon régiment, c'était de l'audace toujours. Donc je crois que voilà, t'as déjà une première réponse. Après, la cohésion, la capacité de prise de décision rapide. Quand t'es sur un checkpoint, t'as pas intérêt de réfléchir 2 secondes. Tu vois, des fois, il y a des grosses négos. T'es les mecs qui sont, voilà, il y a des négos quand même assez hard à l'armée, dans des conflits. Donc la capacité de prise de décision, la réactivité, anticiper, toujours plan A, plan B, plan C, plan D. Un échappatoire à chaque fois, tu vas dans une embuscade, etc. de repli. Tout ce qui rentre dans la tête à l'armée, c'est hyper important pour l'immobilier parce qu'il y a toujours un plan A, plan B, plan C. Voilà. On va en parler. Ouais. Ok. Donc là, t'arrives à la fin de ton parcours militaire. Ouais. Comment tu te dis, je vais changer pour faire autre chose? Et comment t'arrives dans l'immobilier? Alors, je commence déjà pour tout raconter à tout le monde. Je suis fils de maçon. Déjà, il y a ça. Après, en 80, pour mes 20 ans, j'achète en 2 secondes 2 studios sans visiter déjà. Donc j'ai que 20 ans. Donc j'avais déjà eu cette envie d'investir dans l'immobilier. Donc à très jeune, à 20 ans, en étant militaire. Sauf qu'au bout de 3-6 mois, je me suis dit non, c'est pas. J'ai vite compris que le passif, le côté épicier, le gagne petit, déjà c'était présent dans ma tête. Je me suis dit ça va être long, ça va être long. Et en fait, si tu veux, une réforme, ma femme qui me dit qu'il veut divorcer, un régiment où je suis muté, où je veux pas aller, la lumière s'éteint, pour moi c'est terminé. Je coupe la lumière s'est éteinte, prise de décision de suite, j'arrête. Donc j'arrête, la peur, qu'est-ce que je vais faire? Je fais que du titi-tata, je vais pas rentrer à France Télécom, à l'armée, je donnerai toute ma vie, mais t'es payé, allez. Mon plus gros salaire, c'est peut-être 3 500 € par mois et j'étais le plus riche de la planète. Je me croyais le plus riche. Tu fais pas ça pour l'argent quand tu rentres à l'armée? Pas ça pour l'argent. Non. Et sauf qu'en fait, la peur fait que je prends le risque d'acheter ma première maison sans visiter à crédit avec 533 € de pension de retraite militaire. Parce que j'avais eu une pension de reversion. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, voilà, Florent, t'arrêtes à 8 ans et demi. On va te filer 530 € par mois ou 12 ans de cotisation. Parce qu'avec les séjours, tu sais, ça t'augmente tes cotisations. Moi, je me suis dit, Flo, prends les 530 €. Tu sais pas si tu vas pas mourir demain. Encore, tu vois, le côté militaire. Et 530 €, j'ai pris le risque. Donc, j'ai acheté ma première maison à crédit en 2002. 420 ou 430 € de crédit par mois. Que j'ai acheté. Mais tu l'as acheté, t'avais 530 € ou t'étais encore militaire et t'as acheté vite en ayant encore le contrat et comme ça la banque voyait que tu avais un contrat militaire, pouvoir public, donc
fonctionnaire, c'est facile. T'as tout compris. Et t'as pris le risque de dire, bon, bah, je lâche tout, mais c'est mon point de départ. C'est mon nouveau point de départ. En fait, voilà. Donc, t'as fait quand même la bascule de dire, je me lance dans l'IMO, c'est mon point de départ, c'est cette maison, je veux m'extraire. c'est mon pivot. Je veux m'extraire de la vie de merde. La classe moyenne, j'en veux pas. Okay. J'ai jamais aimé la classe moyenne. J'ai vécu la classe moyenne. Voilà, j'aime bien les différences. Moi, j'aime les pauvres et les très riches. Entre deux, c'est pas moi. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai toujours été attiré par les différences. À Sarajevo, moins 25. En Guyane, plus 50. Tu vois, les plus, les moins, les extrêmes. Et en fait, je me suis dit, j'y vais, je fonce. De toute façon, il faut que je m'extrais de ça. Donc je prends le risque d'acheter la première. Et donc t'achètes ta maison. Donc ta maison, c'est quoi le plan d'acheter cette maison? Oh bah là, c'est très simple. Ça prend 3 minutes. C'est prise de décision rapide. Je prends le Logikimo. Je suis dans le train. Donc mon régiment, il était à Chaumont. Je sais pas si tu vois où c'est. Chaumont, c'est du côté de Troyes. Bah ouais, donc Chaumont-Narbonne, c'est long, hein. Tu vois, en train, c'est 8 heures de train. Donc il m'a pas fallu besoin de 8 heures. Je prends le Logikimo. Je vois qu'une maison à Narbonne, c'est 100 000 €. Une maison de village avec une petite cour de 30 mètres carrés, ça vaut 100 000. Refait. La même, elle vaut 30 000. Moi, je cherche pas à comprendre. J'ai dit, je vais y arriver. Entre 30 et 70, ça va passer. Comme ça. Je me cherche pas. J'avais pas réfléchi. De toute façon, je peux emprunter que 60 000. Je suis dans le raisonnement que je sais qu'avec mon salaire de militaire, puisque je laisse croire au banquier que je suis encore militaire, ce qui était encore le cas, je avais droit à 450 € par mois de mémoire. Tu vois, j'avais un salaire à la con. Et donc du coup, j'emprunte avec une échéance à 400 et quelques balles. Donc j'achète, je rénove et je revends avec mon père et je gagne et je la vends têtue 100 000. Je mets le temps, mais je la vends 100 000. Voilà. Tu fais les travaux, tu la revends 100 000. Je la revends 100 000. Elle m'a coûté 61 000 avec les travaux. Donc tu te fais l'équivalent de quasiment un an de salaire en guerre. En guerre, à voyager sans voir ta femme, tes amis. T'as tout compris. Dans des situations de guerre où tu peux être en danger avec ton intégrité physique qui peut être remise en question. C'est ça. Grosso modo, tu peux mourir à tout moment. Donc, voilà. Et là, tu fais un espèce de flip là, en ayant fait les travaux. Comment tu gères tes travaux? Comment t'apprends? Est-ce que tu fais les travaux? Comment tu gères tes travaux? Mon père est maçon, donc je lui dis, écoute papa, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je dors dans la baraque. Hein. La baraque, elle a rénové. Enfin, je suis le gitan blanc. Hein. De toute façon, à l'armée, on dormait par terre. Donc, tu vois, donc déjà, j'ai le mindset. Je suis pas en train de pleurer. Tu vois, j'achète une voiture à 800 balles, je la garde devant et avec mon père, on fait tout. Donc moi, comme je sais rien faire, je manœuvre, je casse les cloisons, je fais ci, je fais là, je l'aide. J'apprends quoi. J'apprends sur le terrain. J'apprends, mais je sais déjà. C'est un peu l'école de la vie. Mais je sais déjà que ça me plaît pas. Je sais déjà que je vais pas faire ça. Mais je le fais parce que je suis obligé. Donc je continue, je rénove. Donc je l'aide, mais je fais quasi rien. Enfin, quand je vais chercher le matériel, je négocie le matériel. Enfin voilà, je suis un peu le manœuvre, quoi, tu vois. Ouais. Donc, mon père j'en serai toujours reconnaissant, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a extrait de cette galère. Parce que j'avais quand même j'avais rien, en fait. J'étais divorcé, j'avais pas de salaire, j'avais 530 € par mois, quoi, tu vois. Donc, je me retrouve avec plus 30 000 €. Pas mal. Plus 30 000 €. Aujourd'hui, ça fait rire. Mais à l'époque, je peux te dire que je roulais des mécaniques. Donc, et je me suis dit, mais si je l'ai fait une fois. Tu peux le faire plusieurs fois. Voilà. Et donc ça c'est là après ça a été. Et c'est là où tu te dis je veux devenir marchand de biens. Est-ce que tu as déjà en tête la profession marchand de biens? Pas du tout. Tu t'es dit juste j'ai un truc qui marche, je vais essayer de le reproduire. Voilà. Pour voir combien de fois ça peut marcher. J'ai reproduit 5 fois, 5 RP. Et donc du coup 5 RP en même temps, j'imagine. Alors la première. Ah non, 5 RP donc. 5 RP sur 2 ans et demi. Donc 2002, 2004, 2002, début 2005, je fais que des RP. Voilà, la foutre moi. Et un jour, un pote, il me dit que je suis marchand de biens. Je suis pas marchand de biens. Je lui dis, je vais faire l'achat-revente. Il me dit, mais espèce de fou, c'est ce que tu es en train de faire. Et donc, du coup, j'ai créé ma première entreprise le 8 mars 2005. Et je suis devenu marchand. Voilà. Et donc, entre 2002 et 2004, où tu fais ces 5 opérations, tu fais que de l'IMO ou est-ce que tu fais autre chose à côté? Que de l'IMO. Que de l'IMO. Donc, tu achètes, tu rénoves bien, et tu mets en vente, et tu fais tes 5 RP. Oui, et je fais 30 000, 20 000. Tu me diras, 5 RP en 2 ans... Tu vois, je commence à gagner un peu de sous. Gagner un peu de sous. L'administration n'était pas tombée dessus? Non. Moi, je cours vite, hein. Longtemps. Non, mais en plus, j'en ai fait une dans l'Aude, après je suis monté, après je suis retourné à Lyon, j'en ai refait une à Lyon, après je suis revenu, tu vois. J'étais un peu instable, quoi, tu vois. Très bien. Donc, 2005, tu crées ta boîte. Ouais. Et là, tu deviens marchand de biens professionnel. Ah, bah là, j'ai un déclic, parce qu'en fait, comme je roule des mécaniques, parce que, j'ai gagné 30 000. Et puis après, je fais agent immobilier aussi à un moment. Ouais.
Je suis agent immobilier. Oui, parce que j'imagine que tu vois passer plein d'opérations et tu dis, bah, celle-là, j'ai pas le temps de la faire, mais je prends une commission. Tellement pour te dire que je suis fou, c'est-à-dire je fais 30 000. Je retourne à Lyon et je dis à un pote, j'ai pas d'oseille, tu me loges. Il me dit, je peux pas te loger et tout, ma femme, machin. Je vais appeler un pote, je dormais au régiment. Alors que j'étais plus militaire. Fallait que je me parte avant le lever de drapeau. Tout ça pour gratter. Mais oui. Gratter. Et donc, me voilà à agent immobilier, à Bénaud, à côté de Lyon. Et un jour, une collègue, elle m'a dit, j'ai une maison à 30 000. J'achète. Pourquoi? Mais j'ai que 30 000. Tu vois, j'ai toujours eu ce raisonnement. Et donc, j'ai acheté la seconde. J'ai appelé mon père, on a refait pareil, et ainsi de suite. Après, on est retourné dans le sud, on a refait pareil. Jusqu'à un jour où je vois une annonce, une maison à 30 000. Alors, c'est intéressant ce que tu dis et la manière dont tu te comportes quand tu investis. Parce que c'est vrai, quand on explique aux gens, il faut vraiment structurer une analyse immobilière quand on veut acheter un bien, regarder le bien, l'analyser, le marché, etc. Toi, j'ai l'impression que tu es complètement à l'inverse de ça. Oui. Tu es beaucoup plus au feeling par rapport aussi à ta capacité au moment où tu achètes. Combien de temps, c'est quoi ton processus d'acquisition? Généralement, entre le moment où tu vois une annonce, où tu vois un bien immobilier et tu te dis c'est la bonne opportunité, voilà ce que je vais en faire. Comment ça fonctionne dans ta tête? Putain, je vais faire flipper tout le monde. Déjà, j'ai jamais pigé de ma vie. D'accord? Ma prise de décision, elle est intuitive, elle est instinctive, elle est dans mon ressenti, elle peut prendre 1 minute. Ramatuel, je t'ai déjà parlé, j'ai mis 4 minutes 50. J'ai regardé l'appel. J'ai acheté 4,7 millions, alors avec l'expérience, mais elle va se faire au feeling. Est-ce que je sens qu'il va me mettre une carotte, pas une carotte? Est-ce que je sens que je vais y arriver? Ouais, j'ai beaucoup fonctionné à l'affect, au feeling, ce qui m'a coûté aussi beaucoup d'erreurs. Mais en fait, si tu veux, la différence aujourd'hui avec beaucoup de jeunes qui commencent, c'est que moi, j'ai toujours fait pour apprendre. C'est-à-dire, t'as appris en marchant finalement. Voilà, je fais, je vois. T'as fait des erreurs, de ce que je comprends, mais t'as gagné aussi. Mais si tu veux, comme j'avais une capacité de voir plus vite que les autres, comme j'avais une capacité de rebondir plus vite que les autres, comme j'avais une capacité à renégocier. Moi, c'est écrit bleu, mais on va peut-être finir à vert. Et le vendeur, il le sait pas. Comme je savais que j'avais cette capacité, que j'avais cette audace, du coup, je me suis dit, au pire, si je me trompe au début, je rectifierai le tir. Et si je rectifie pas, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'avais pas ces craintes. J'ai jamais fait les derniers temps, mais j'ai jamais fait de prévisionnel, rien. Et en fait, si tu veux, tu te laissais bercer par rapport aux opportunités. Ouais. Ce qui est aussi caractéristique de ton profil et qui est aussi hyper intéressant, c'est toi, t'arrives à un endroit, dans un nouveau marché, tu vas faire des opérations. Sans vraiment maîtriser à 100% le marché. Finalement, il y a beaucoup d'inconnus et malgré ça, tu y vas. Comment t'arrives à avoir cette capacité à obstruer la peur, à casser les barrières limitantes en disant il faut que je maîtrise entièrement le marché, il faut que j'ai vu 30 biens pour être sûr d'acheter la bonne opération. Comment t'arrives, toi, à passer le pas et à te dire finalement j'y vais là maintenant, c'est bon? Je vais dire plusieurs choses. La première, j'ai pas peur de perdre. Ok. Donc tu as perdu ces opérations immobilières? J'ai perdu 1 million d'euros, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi. Tu es toujours là. Et je suis vivant. Et tout va bien. Et puis tu continues à gagner ta vie. Et je continue à gagner ma vie. Si on me reprenait, je recommencerais. Donc déjà, accepter de perdre. Déjà, ça, on n'est pas nombreux. De deux, moi, comme j'explique, j'ai réussi à sortir, alors ça peut faire rire certains, 7 dossiers en 6 mois à Bordeaux, alors que je suis pas bordelais. Je peux te dire, c'est une vraie prouesse. Pourquoi? C'est comme les pommes. Les pommes, si tu secoues pas le pommier, les pommes elles tombent pas. Donc moi, j'ai tendance à secouer les choses. Quand je suis arrivé à Cannes, quand on m'a dit, les marchands ici, j'achète, ils rénovent, ils revendent. Bravo! Et quand j'ai parlé à 7 agences et qu'ils me disent la même chose, j'ai dit, c'est excellent, je fais pas ça, moi. Ah oui, mais non, mais moi, je fais pas ça. Et là, bam, en fait, t'arrives avec une autre fenêtre de tir, avec qui ça match et d'autres ça match pas. Donc, je suis très provocateur et je vais essayer d'identifier ceux avec qui ça peut matcher. Encore une fois, c'est une question de feeling, d'humain. Voilà. On parlait des pires opérations. Ouais. C'est quoi ta pire opération? Celle où, si tu pouvais ne pas la refaire, tu la referais pas? Putain, là, avec les années, il y en a quelques-unes. Hein, mais vas-y, après on va regarder les meilleures, mais voyons, franchement, pas les pires. Franchement, la pire. T'as une qui vient en tête. Alors, la pire, elle part toujours d'une même erreur. L'erreur de départ, c'est l'émotionnel. Il y a une connexion émotionnelle avec le vendeur ou un tierce et ou de l'ego. Et je dirais Marseille. J'ai mis plus d'1 an à vendre. Moi, 1 an, c'est une éternité pour moi. Moi, à l'époque, si je te raconte ce que j'ai faisais, moi, je vendais en 4 jours, 7 jours. Ça va vite. Voilà, il fallait que ça aille vite. C'est vite. Voilà, mais je vais t'expliquer aussi comment les gens ne comprennent pas. Mais comment j'ai fait. On va voir ta spécialité. Je le sais, mais on va voir ta spécialité. Et du coup,
Marseille, ouais. Marseille, j'ai perdu 80 000 balles sur une opération. Ça a été la plus grosse perte. Et surtout, j'ai mis 1 an pour les perdre. Et ça, pour moi, ça vaut plus que 80 000. Donc, j'ai perdu du temps parce que je me suis accroché à un truc, juste par ego. Par ego, parce que tu dis, je veux pas perdre. Je veux pas perdre, j'y vais, je continue. Je continue. Franchement, j'aurais pas eu l'oseille. Ça aurait été au début, j'aurais jamais perdu. Comme j'ai l'argent, j'ai accepté de perdre. Quand t'as pas d'argent. Et à refaire, est-ce que cette opération, imaginons que tu l'achètes, est-ce que t'aurais coupé la main plus vite à revendre tout de suite, même en perdant aussi 80 000 ou peut-être 60 ou 70 000? Ah oui. Maintenant, si tu devrais refaire la même opération, tu dis, ah, finalement, je suis perdant, tu coupes tout de suite ou t'attends encore un an en disant, peut-être le marché va remonter, peut-être je vais trouver un acheteur? Moi, tout de suite. Moi, Maintenant, tu coupes tout de suite. Ouais, toujours. Et même là encore, hein, ce matin, j'ai une offre à 210 000, il est estimé à 250 le terrain, j'ai dit oui. Parce que tu vas aller vite, tu fais tourner l'argent. Voilà, parce que je vais faire tourner vite et parce que je sais que je vais me refaire. Donc tu sais que tu es dans une logique de volume, pas forcément de marge à chaque fois. Ouais, parce que j'ai une capacité à générer du volume. Tu vois, celui qui est pas à l'aise avec les gens, celui qui voit pas les choses vite, lui, je comprends qu'il veut presser le citron, ou celui qui a l'argent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça dépend aussi encore du profil, quoi, du feeling, quoi. Okay. De la personne, quoi. Et maintenant, quelle est ta meilleure opération? L'opération qui est pour toi l'opération la plus parfaite que tu aies pu faire? Je pense que c'était au début. Alors Ramatuelle, oui, pour moi c'est une fierté parce que Ramatuelle, Côte d'Azur. Voilà, Côte d'Azur, le mec qui vient de Narbonne, il a commencé avec une maison. Poussez-vous, j'arrive. J'ai pris 4 minutes, quoi. J'ai fait 500 000 euros dans 1 heure. Le notaire, il était tellement blasé qu'il a tout fait pour pas que l'opération se fasse. J'ai fait 500 000 balles en 1 heure. J'ai acheté à 11 heures et j'ai revendu à 13 heures, enfin 2 heures. C'était long, 2 heures. Mais voilà, c'est parce que c'est une signature, parce que Ramatuelle, c'est une belle, voilà, c'est une belle adresse, c'est une fierté, en fait. Mais sinon, j'ai fait des coups, j'ai fait peut-être, allez, franchement, toute humilité, 20 opérations à lésion. Où il a fallu qu'on trouve des solutions pour pas être en récision pour lésion. Donc, mais j'ai fait des flips. Pour expliquer la liaison pour les personnes qui sont pas forcément, on va dire, expertes, c'est juste que en fait, tu as trop bien acheté, tu revends tout de suite après sans quasiment rien faire, beaucoup plus, et donc le vendeur peut te demander en fait réparation, donc des indemnités. C'est pénal, tu peux aller en prison. C'est t'as lésé en fait le vendeur. Tu l'as fait en société ou en nom propre ces opérations? Non, en société. Et malgré ça, tu peux aussi être attaqué en liaison. Je vais te donner un des plus beaux coups fumants que j'ai fait. C'était une cave coopérative. Elle était sur 3000 mètres carrés de terrain, elle était affichée à 170 000 balles. Bon, ça vaut rien, c'est du côté de Narbonne. Je savais que personne allait acheter ça, il y a 600 mètres carrés à démolir. Et je savais qu'il y avait des lotisseurs dessus et il y avait 100 000 euros de démo, tu vois, pour démolir un truc pareil. Et ils avaient fait une offre à 120 000, je crois, ou 130 000. Mais ils avaient 10 mois. Tu vois, il fallait, et là, je savais que les vendeurs, ils étaient pressés. Donc j'ai dit à mon pote, à 90 000, j'achète, je mets aucune condition, je m'en fous, j'y vais. Donc il m'a dit, mais t'es fou, tu vas faire quoi? Et j'ai dit, écoute, tous les dimanches, avec ma mère, je mange le gâteau. Le gâteau, je le coupe en 4. Je l'ai coupé en 4 et j'ai vendu chaque part 120 000. Magnifique. Donc, et ça, je pense que c'est propre à, chez les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est propre aux marchands de biens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, moi qui fais des opérations marchands de biens aussi, c'est vraiment se dire, je fonce et après je réfléchis. Des fois, il y a des super opérations, on le sait, on le sent. On peut pas maîtriser à 100% le tout parce que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va prendre, qui va être plus réactif. Alors, il faut effectivement analyser un minimum, mais il faut bloquer l'opération et après réfléchir et on va trouver toujours une solution. Moi, ça m'arrive souvent, mes équipes me disent, mais Mathieu, comment on va faire? D'abord, on sait que c'est une belle opération, on va toujours trouver une solution. Voilà, c'est vrai que je suis plus dans ce logique-là aussi. Toi, je pense qu'à l'extrême de cette logique. À l'extrême. Pour te connaître maintenant un petit peu. À l'extrême. Et c'est ça qui est intéressant dans ton profil aussi. Juste pour te dire, Mathieu, pour comprendre, je commence en année 1, j'ai 100 000 euros. Je fais 1,6 million sans banque en année 1. Première année avec un ticket moyen à 50 000. Donc tu vois à peu près. Brasser du volume. Et t'as un notaire qui doit t'adorer. Il te paye les vacances, tout, quoi. En 2007, j'ai fait 127 actes tout seul. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Donc toi, ta spécialité, on va venir sur ta spécialité maintenant. Ouais. Ta spécialité, si j'ai bien compris, c'est d'acheter principalement à distance. Et d'acheter assez rapidement. Depuis peu. Mais sinon, depuis peu. Depuis peu. Bon, vas-y, raconte-moi un peu, selon début. toi, dans le monde du marchand de biens, parce que c'est un monde qui est extrêmement vaste. Ouais, bien sûr, il y a le résidentiel, il y a le commercial, il y a des gens la rénovation. La rénovation, il y en a qui font de la promotion immobilière. Ouais. Toi,
c'est quoi ta spécialité si tu devrais te catégoriser? Moi, aujourd'hui, c'est du repositionnement. J'achète des anomalies de marché, des biens qui ont des problématiques de positionnement. Et donc, je trouve une ou plusieurs solutions de repositionnement sans travaux. Donc, dans les milliers d'annonces qu'il y a en vente sur les différentes plateformes, toi, tu arrives à identifier une annonce qui est mal pricée. C'est-à-dire que soit le propriétaire l'a mis à un mauvais prix, il n'a pas vu le potentiel, soit un agent immobilier l'a mis à un mauvais prix. Ouais. Il le vendra pas. Il le vendra pas. C'est trop grand, c'est trop cher, personne n'en veut. Ok. Voilà, c'est une anomalie de marché, c'est le bien ne correspond pas à l'attente du client. Donc ça, c'est ton marché. Avec les années, ouais, je me suis Et pourquoi tu t'es mis sur ce marché-là? Bah, pour être cash avec toi, j'ai commencé sans argent. D'accord? Donc, au début, moi, j'ai commencé mes flips, c'était 20 000, 30 000, 50 000, 60 000. J'ai fait du volume. C'est de l'énergie. Même si je suis un combatif. À chaque fois, il faut passer chez le notaire, il faut négocier, il faut mandater un agent. Il y a toujours des sueurs froides. Tu peux avoir des travaux à faire, t'as les DPE à placer. Voilà. Effectivement, t'as toujours une négociation à faire avec un acheteur, voire plusieurs si tu fais une coupe. Donc, voilà. Ouais, t'as toujours le même processus. Donc, j'ai bouffé beaucoup d'énergie sur des marges faibles. Alors, je vais pas pleurer, j'achetais à 9 heures sans argent, et je revendais à 10 heures et je faisais un profit. On était très loin de l'armée et très loin des 30 000 avec les travaux. Sauf que 20 000, 30 000, 50 000, 70 000, 90 000, au bout d'un moment, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ça use. Tu m'étonnes. Et là, j'ai dit, moi, je vais faire des flips à 100, 200, 300, 400, 500, voire 1 million. C'était mon objectif. Pas encore arrivé. Et donc, pour faire ça, il faut que je monte le ticket. C'est mathématique. Ça veut dire, tu fais 30% de marge, si tu veux faire des 200 de... 30% de marge sur 10 millions. Hein, ça fait 3 millions, 30% de marge sur 100 000, ça fait 30 000. Voilà, t'as tout compris. Donc, je me suis dit, il faut que je monte le curseur. Mais comme je veux pas aller voir la banque et comme je veux rester sur mon business model, j'ai qu'une solution, c'est acheter du temps. Donc, une anomalie de marché, c'est moi qui vais négocier. Donc, je vais dire, ouais, monsieur, je vous donne temps, je paye cash, mais en condition, je mets ça et ça. C'est comme un promoteur, c'est à prendre ou à laisser. C'est ça, généralement, comment t'arrives à faire passer ça? C'est ta capacité à négocier, à rassurer un vendeur? Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, ouais. Je pense qu'il y a déjà un peu des deux. D'être sur un marché, enfin, sur un produit dans le marché qui se vend mal, de ce que je comprends. Ouais. Et donc, t'arrives avec une solution. Ouais. En disant, moi, je suis acheteur. Ouais. J'avais pas d'acheteur avant. Ouais. Par contre, j'ai des conditions. Ouais. Et là, il faut que t'arrives à le rassurer, j'imagine. Ouais, voilà. Mais déjà, moi, c'est vrai que j'ai tendance, ça, c'est un peu le côté militaire, je dis, je fais. Donc, même si tu vas perdre de l'argent, tu vas au bout. Ouais, j'ai réfléchi quand même à 2 fois, mais ce que je veux te dire, c'est que quand je vais arriver au vendeur et je lui dis dans 48 heures, vous avez l'offre, dans 48 heures, il a l'offre. Elle est pas écrite comme ça par mail. Elle est sérieuse. Donc, je montre au vendeur que depuis le début jusqu'à la fin, tu tiens tous tes engagements. Je tiens mes engagements, je suis sérieux. Après, bien évidemment, que sur le chemin, je vais essayer de trouver là où je peux l'amener. Ça, après, c'est du business, c'est la négo. Mais en attendant, j'arrive pas en mode, voilà, c'est moins euros. Concrètement, vous allez avoir une offre en paiement comptant. Voilà. C'est tout. Et comme je sais que là, tu vois, on est sur un volume, on est monté jusqu'à 10 offres jour. On sait que mathématiquement, il y en a qui va dire oui. Comment t'arrives à faire 10 offres jour? T'as une équipe? T'as un process? Comment tu... Ouais, j'ai un process. J'avais une équipe. Alors là, on est en train de restructurer. Mais, je sais pas comment t'expliquer. C'est ouf. Tu sais, quand t'as fait pendant 20 ans des flips dans des villes, dans des endroits, que t'as vu des biens, t'imagines le nombre de biens que j'ai vu. Les gens, ils disent, ouais, t'as fait 260 opérations. Mais j'en ai visité peut-être 7000, 8000. À force, tu vois, rien qu'en 2022, on a fait 1200 études, 800 offres d'achat. Je sais pas comment t'expliquer, je vais pas me vanter, mais Messi voit le ballon, il sait où il va taper déjà. Donc moi, quand je vois le truc, c'est comme si je l'avais déjà vu. À un moment, t'es Albi, bim, 500 000, la maison elle est là, bon, ben la solution elle est comme ça. Oui, ok, ça sent, parce que à Albi, on a déjà fait. Parce que t'as vu la maison d'à côté, tu sais qu'elle s'est déjà revendue, tu sais que voilà, c'est ce type d'acquéreur. Donc en fait, ce n'est que de la répétition. Maintenant, t'es passé dans une phase, t'es passé de la phase d'apprentissage. Oui. T'es mature sur ton marché parce que tu le connais par cœur et t'es en phase de répétition. Ouais, process, monoproduit. Process, volume, répétition. Monoproduit, voilà. Okay. On s'éparpille pas. Par contre, ça a été très dur pendant des années, Mathieu, parce que j'ai été sollicité tous les jours pour faire de la promotion, pour faire de la construction, pour faire la rénovation. À un moment, j'ai dit stop. Donc tu peux se disperser du coup. Et là, tu t'es reconcentré sur une stratégie, j'ai l'impression. Ah, mais moi, en 2005, j'ai décidé que c'était fini. Je faisais que du flip. Sauf qu'avec les années... Donc, tu fais pas de travaux? Jamais. Depuis 2005, plus jamais. Flip. Zéro. Tu peux me donner une opération typique, tiens, dont tu peux parler un petit peu de manière concrète?
concrète. Je vais acheter une maison à Mérignac, voilà, du côté de Bordeaux. Je la paye banlieue de Bordeaux. Voilà, banlieue de Bordeaux. Je la paye 360 000 balles. Je revends le terrain 210 000 balles et j'ai revendu la maison 300. Détachement, donc t'as quoi? Permis d'aménager? Même pas DP. Un DP de détachement. Voilà, j'ai rendu la maison d'un côté. Tu passes le géomètre, tu fais ta DP, c'est ce que ça te coûte, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, en fait, le vendeur, je lui propose de le payer dans 8 mois. 8 mois, ça me laisse le temps d'avoir ma DP, le temps d'avoir mon permis, qu'il soit purgé de tout recours, retrait. Et au moment de décaisser, comme j'ai prévendu, j'encaisse. Donc, si je suis bon, si j'ai fait mon boulot, à 11h, je décaisse, à midi, j'encaisse. Merveilleux. Donc, t'as une heure. Une heure de portage. Une heure de portage. Et si je suis bon, j'y vais les mêmes vides. Les mains vides. Et comment tu fais alors les déposites, les indemnités d'immobilisation? Je mets pas. Je mets pas. À part à Ramatuel, j'ai mis parce que je voulais. Là, c'est le marché des gros, le marché des riches. C'est le marché des riches. Il faut mettre de l'oseille. Là, sinon, t'es pas pris au sérieux. Non, on est d'accord. Il faut que tu montres avant d'exécuter. Ouais, non, là, j'ai dit Ramat. Comment t'as fait à négocier ça? Parce que ça, c'est pas facile à négocier, zéro déposit. Ça fait partie du truc, quoi. C'est parce que tu penses que t'as une envergure médiatique, une image maintenant? Non, j'ai toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça. J'ai pas de charge émotionnelle. La maison, je vous offre ce prix-là. Il veut pas. Tu vois, je suis pas le genre de marchand de biens. Il veut pas, je vais réessayer, gna, pleurer. Non. Il veut pas, je fasse autre chose. En fait, mais le déposit à zéro, c'est quand même quelque chose qui se négocie pas tous les jours. Voilà. Par contre, moi, je dis que je suis sérieux. L'offre, elle est sérieuse. Vous l'avez vu, mon offre. Moi, je dépose en 8 jours. À Bordeaux, c'était 8 jours. Moi, en 8 jours, je m'engage à déposer. Qui fait ça? En 8 jours, je dépose une DP. Par contre, je charbonnais. 8 jours, je dépose la DP. J'ai pas déposé, vous reprenez votre liberté. Par contre, moi, je mets pas de déposit. Sinon, allez voir quelqu'un qui est pas sérieux ou j'en sais rien. Faites votre choix. Prenez quelqu'un d'autre. En fait, pour voir, au pire des cas, le vendeur, il perd 15 jours. T'as pas déposé la DP, voilà. Imaginons, il a perdu 15 jours et il peut sortir. Bon. C'est ça. Avec un particulier, il va perdre 60 jours le temps qu'il ait son crédit, pas son crédit. Moi, je paye comptant, je peux pas me rétracter, je vous bloque 10. Et le travail que je fais, je vous le donne. Si dans 15 jours, j'ai le relevé topo, il est pour vous. Il est cadeau. 3000 balles gratuits. Voilà. Et je vous donne la solution. Okay. Donc, on part ensemble. Après, c'est force de persuasion, bien sûr. T'as des noms. C'est 95% de mon boulot. Des noms. Ok. Hyper intéressant. Passons un peu maintenant au marché immobilier. Dans le contexte actuel, on parle pas mal de crise. On sait qu'il y a beaucoup moins de liquidité dans le marché, c'est-à-dire qu'on revend beaucoup moins facilement des biens immobiliers, notamment dans les petites villes, même c'est vrai aussi dans les grandes villes. Ouais. C'est quoi, toi, ton constat du marché? Est-ce que ton métier est plus difficile dans le marché actuel? Qu'est-ce que 2023, comment tu le vis là? Franchement, j'ai eu la chance, c'est que j'ai connu 2008. Quand je te dis la chance, c'est parce que 2008, je l'ai pas vu arriver et j'ai tout perdu. Donc, je pense que j'ai eu cette chance d'avoir vécu quelque chose de quand même assez brutal. Ouais, 2023, c'est compliqué. Je pense que même depuis quelques années, c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut être de plus en plus prudent. C'est vrai que là, tu vois, toute la partie analyse, maintenant, je la gère plus. Je la sous-traite parce que parfois, je peux avoir ce... Trop l'émotionnel. Ouais, trop addict. Moi, je suis habitué à acheter. Moi, tu veux aller vite. Ouais, je vais aller vite, je vais acheter. Moi, c'est ça qui me nourrit, c'est acheter. Moi, le reste, ça m'emmerde. Moi, ce que j'aime, c'est négocier, acheter. Le reste, ça m'emmerde. En fait, t'es un peu comme un acheteur ou une acheteuse compulsif rue d'Antibes ou boulevard La Croisette ou Champs-Élysées. Ouais. Sauf que tu vas pas acheter des fringues ni des baskets, toi, tu vas acheter des biens immobiliers. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est compulsif. Donc, t'es l'acheteur compulsif immobilier, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Florent, l'acheteur compulsif immobilier. Ouais, c'est ça. Donc, je te dirais que, par exemple, aujourd'hui, on sait que les terrains, c'est une galère. C'est un truc de fou. Personne n'en veut. Donc, aujourd'hui, on prend pas le risque. On sait que si le terrain, c'est la marge. Minimum. Voire, il faut déjà qu'on soit sur la marge pour, voilà. Donc, toutes les opérations où on a besoin de vendre 2 terrains pour couvrir le prix ou ci ou là, on n'y va plus. C'est-à-dire que voilà, par exemple, une connerie, on va aller sur, aujourd'hui, l'idéal, c'est qu'on va sur des opérations, 80%, 100% de l'opération, elle est couverte par le bâti. Sinon, on n'y va pas. Sinon, tu vas pas. Sinon, on n'y va plus. Voilà, trop dangereux. Donc, c'est plus lent. Tu vois, ma mère, elle me dit, mais attends, mais Flo, ton train de vie, là, il a baissé. Et je lui dis, maman, avant, j'achetais, je revendais le jour même. Il n'y avait pas de TVA sur marge. Je faisais que du bâti. J'étais tout seul et je prenais 50% de marge. Aujourd'hui, on est sur des marges 20, 25, hein. Même avec mon coût de portage, quand tu fais du crédit, c'est cher. Coût de portage, ils te mangent tout, là, les crowdfunders, là. Donc, de quoi tu parles?
Non, mais voilà, donc ouais, aujourd'hui, c'est une super solution, mais ça coûte de l'argent. Après, je dirais que ça coûte de la solution si t'as mal bossé, je te dis franchement. Comment tu vois le marché évoluer en 2024, 2025, 2026, là, les 2-3 prochaines années? Moi, je vois Comment tu vas t'orienter, toi, stratégiquement? Moi, je commence à me dire que peut-être il faut que je sélectionne mieux mes dossiers. Moins de volume, du coup, plus de qualité? Alors non, autant de volume, parce qu'on va en parler, on est très nombreux à m'avoir rejoint, donc je pense qu'on va faire autant de volume, mais par exemple, je dis une bêtise, bon, j'espère qu'ils vont pas écouter, s'il n'y a pas 300 000 sur le bilan, on fait pas. 300 000 de marge. On fait pas. Parce qu'on sait qu'à 300, si on s'excite un peu et qu'on doit péter le prix, on va finir à 100. Oui. Alors qu'à 100... content 100... de prendre 100 000. Voilà, à 100, c'est de l'argent. Alors que 100 000, et si tu t'énerves un peu, tu peux vite finir en négatif. Donc, on va essayer de monter un peu le curseur pour être proche des 300 à peu près de marge. Donc, on fera autant de volume, mais sur des secteurs un peu plus dynamiques. Tu vois, on va sélectionner des secteurs, voilà, tout ce qui est littoral, frontière suisse, tu vois. C'est quoi les bons secteurs liquides pour toi où on peut faire du marchand, comme tu dis, où on peut tourner assez vite les opérations? Donc, littoral, la frontière suisse, les Alpes, j'imagine? Ouais, pour moi, il y a 3 marchés. Il y a la région parisienne. D'accord. Tout ce qui est proche de l'eau. Ok. Tout ce qui est Côte Atlantique aussi, donc, du coup. Ah, bien sûr. Ah oui. Tout ce qui est proche de l'eau et proche de la Suisse et voilà, Savoie, Haute-Savoie, tout ça. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Le reste, ça vaut pas un clopec. Enfin, c'est triste à dire, mais ça vaut pas. C'est compliqué, quoi. C'est des micro-marchés, il faut être sur place. Ouais. Quand tu veux faire du volume sur des grosses opérations, effectivement, ouais. Je suis assez d'accord avec ton analyse. Ouais. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Ouais. Il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui sont des personnes qui sont investisseurs immobiliers, qui vont faire peut-être leur première opération de marchand de biens ou qui ont déjà fait leur première opération de marchand de biens et qui voudraient en faire plus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Des gens qui sont au début du métier de marchand de biens. Font la formation sur le terrain, sur la stratégie. De me rejoindre. Non, blague à part, de me rejoindre, bien sûr, oui, mais de rejoindre, oui, mais avant ça, c'est ce que je dis à mes enfants. Si t'as 1 heure pour couper un arbre, passe 45 minutes à aiguiser ta lame. Donc, au lieu de partir tout feu, tout flamme, comme moi, je suis parti en 2002 parce que j'ai eu cet antécédent aussi. Et personne n'a cette capacité, enfin, très peu ont cette capacité d'être aussi besogneux. Je dirais, reste sur un petit marché, tout petit marché, proche de chez toi, 30 bornes autour de chez toi, et apprends tout par cœur. Les rues, les noms, les gens, les ci, les là. Affûte. Et la sortie. Focus sortie. Qui c'est qui achète, c'est qui les acheteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent. Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai rien à foutre du reste. Moi, on m'a dit, Flo, en 2002, les acheteurs, c'est les étrangers, ils payent cash, ils cherchent des petites maisons à rénover. Voilà. Et ils ont 100 000 balles maximum, ils cherchent des petites maisons à rénover avec une petite cour. Je suis allé voir d'autres agences, j'ai dit, j'achète les maisons sans visiter. Donc, même en 2002, sans visiter, à rénover avec petite cour. Le premier m'a cru, il a dit. J'ai trouvé une maison à 15 000, j'ai dit, j'achète. Il me dit, tu l'as pas vue? Ben, j'ai dit, bah oui, c'est ce que je t'ai dit. J'ai filé la clé à une agence, je lui ai dit, moi, là, le prix que tu penses. Elle me l'a vendu 35 000 balles. Et je me suis retrouvé à acheter, revendre le même jour. Et c'était énorme pour moi. Donc, l'analyse par la demande, quoi. La demande. Toujours regarder la demande. Ça, le besoin. Donc, c'est quoi tes problématiques? Ah, mes problématiques, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de foncier. Ah, bing. Aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent plutôt du rez-de-chaussée. C'est une population vieillissante. Non. Voilà. Connaître le besoin, quoi. Commencer par la fin, pas par le début, surtout pas. Ok. Super. Et maîtriser ça, ouais. Et connaître tout le monde. Faut que, voilà. Je pense que t'es l'exemple typique et vivant que même sans aucune connaissance de l'immobilier, sans aucune formation, avec juste l'audace, la volonté et l'absence de peur, je pense que ce qui est ta grande force, en fait, aujourd'hui, par ton parcours militaire où t'as frôlé la mort, t'as dû être dans des situations hyper dangereuses. Ouais. Aujourd'hui, t'as peur de rien. Tu pourrais faire du flip sur des bateaux, toi, demain. Tu pourrais faire du flip sur des bagnoles. En fait, c'est juste que c'est ta capacité à rebondir et avoir de l'audace. Ouais, franchement, ouais. Juste, ça m'a titillé d'être trader, mais en fait, c'est là où tu vois, j'ai aussi des craintes et en fait, l'immobilier pour moi, c'est tangible et c'est rassurant parce que je suis un gros angoissé aussi. Il y a ça aussi. C'est que souvent, tu vois, moi, j'ai un pote à moi qui a 120 apparts, il m'a dit, j'ai jamais vu un mec comme toi parce que je suis un angoissé. Et être angoissé, ça aide. Parce que moi, si dans 15 jours, j'ai pas écoulé ma marchandise, je suis en angoisse. Donc, j'ai pas le temps de m'endormir à dire, oh, il faut que je décaisse, j'ai pas vendu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours ce plan-là. J'ai toujours l'angoisse, la peur de pas vendre.
Et si t'as pas ça, c'est sur ton énergie aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu arrives à créer ton énergie. c'est ça. En fait, je sais pas si c'est vraiment une forme d'angoisse. Parce que on a tous cette énergie. Moi, je vois ça comme une adrénaline. L'adrénaline, tu peux la transformer en peur. Parce que du coup, c'est beaucoup d'énergie en toi. Et si tu maîtrises pas les sujets et que tu te contrôles pas, bah, tu peux la transformer en peur ou tu peux la transformer en force. C'est effectivement comment je vais trouver une solution. Mais ouais, t'as raison. Moi, j'ai commencé avec que dalle. C'est-à-dire, j'ai pas le brevet du collège, j'ai pas le bac. Donc, t'es la preuve vivante qu'on peut se développer en marchand bien. J'ai hacké la banque. J'ai fait zéro très jeune, sans éducation, d'université, etc. Effectivement, en apprenant, comme tu dis, en se renseignant effectivement sur la technique, la TVA, la fiscalité, parce qu'il y a quand même pas mal de... Bien s'entourer. Bien s'entourer. Le réseau. Le réseau. Moi, c'est que le réseau. Réseau. Voilà. Ouais, je vois bien, on s'est rencontrés, nous, c'était à Annecy, je crois. Ouais, c'était à Annecy. Et donc, là, on parle régulièrement sur les OP. T'es venu ici, sur la Côte d'Azur pour faire des OP. Tu me posais des questions. Je te dis, c'est bien, c'est pas bien. Et donc, du coup, on a échangé. Et finalement, ce réseau, ça t'aiguille sur de nouveaux marchés. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Ouais, un peu ressenti. Et ouais, j'ai toujours fonctionné comme ça, à l'humain, à la rencontre, en fait, Okay. Rencontrer des gens tous les jours. C'est chez WIM, c'est le cahier des charges, c'est qu'il faut qu'ils rencontrent 3 personnes par jour. Voilà. On leur demande ça. S'ils n'arrivent pas à faire ça, il faut qu'ils n'arrivent pas à trouver des affaires. Non. Parlons un peu de ta visibilité sur les réseaux sociaux. Tu fais partie des top, je sais plus combien, top 20, top 50 sur LinkedIn, en IMO, je sais plus, mais t'es dans les premiers, je crois. Ouais, ça dépend des fois. Même t'étais pas premier à un moment donné? Si, j'étais premier, ouais. Ouais, t'étais premier. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette visibilité sur les réseaux sociaux? Enfin, déjà, pourquoi tu l'as créé, cette visibilité? Qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que personne? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et qu'est-ce que ça t'apporte au niveau business? Alors franchement, je vais être honnête avec toi. S'il n'y avait pas eu le Covid, je serais pas là. On serait pas là. Parce que j'aurais jamais... je suis anti-réseaux sociaux. Pardon, je vais y arriver. Ce qui a fait que le jour du Covid où j'ai eu cette peur, cette angoisse de plus pouvoir visiter, j'ai créé l'appli. Je me suis dit, si je crée une appli, il faut que tout le monde me connaisse. Sinon, à quoi ça sert de créer une appli? Et donc, je suis allé sur LinkedIn et on m'a dit, il faut que tu dises n'importe quoi. Il faut que tu racontes, mais tous les jours, une histoire. Et donc, j'ai raconté, voilà, est-ce que tu es prêt à raconter que tu as perdu 1 million d'euros? J'ai raconté. Et j'ai commencé. Sans filtre, du coup. Sans filtre. C'est une des plus, moi qui suis aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que la plus grande difficulté, c'est de se montrer sous son vrai jour, avec ses faiblesses, ses forces. On aime bien montrer ses forces. Un peu moins ses faiblesses, mais c'est ça qui crée de l'émotion et c'est ça qui marche aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Et il est obligé d'être authentique pour que ça fonctionne. Exactement. Je pense que voilà, c'est ça, les gens apprécient. Et en fait, donc qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai rempli le stade Vélodrome, hein, parce que ça y est, j'ai dépassé les 67. T'as rempli le stade Vélodrome, j'adore la comparaison. Je suis un fou de Marseille, donc c'était un défi. Hein. Quand je me suis lancé sur LinkedIn, un jour, je me suis dit, je vais remplir le Vélodrome dans ma tête. Donc non, tout mon business depuis 2020, inbound marketing, LinkedIn. Tout LinkedIn, 100%. Donc ça t'apporte de la visibilité? Ouais, crédibilité. Crédibilité auprès des agents immobiliers, apporteurs d'affaires. 3000 apporteurs d'affaires, j'ai. Rien que sur l'appli, 3000. Les banques aussi, j'imagine? Pas trop? Je vais pas voir les banques. Ouais, J'y vais pas parce qu'ils m'ont dit non de suite et moi, tu vois, pour moi, le banquier, c'est le vendeur. Voilà, c'est tout. Voilà, pour moi, ça s'arrête là. Et pour quelqu'un qui se lance demain en tant que marchand de biens, professionnel de l'immobilier, est-ce que tu penses que c'est un must-have, c'est-à-dire c'est bien de l'avoir, de développer son activité sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut vraiment être sur les réseaux sociaux pour performer? Pour moi, aujourd'hui, je crois que les Français passent 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est gratos, donc si tu le fais pas... Je pense que c'est la moyenne, si tu prends la jeune génération, c'est peut-être plus. Voilà. Donc pour moi, je dirais que c'est obligé. Obligé. C'est-à-dire si tu fais pas ça, tu te prives de tout. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tu vois, je veux dire, c'est comme si on avait la télé. Est-ce que tu veux, nous, quand la télé est sortie, est-ce que tu rends la télé? Bien sûr, la télé vient de sortir. Les réseaux sociaux, ça tape. C'est énorme. Alors, il faut accepter les haters et dire que j'en ai, l'audience silencieuse et dire que j'en ai. Il faut accepter tout ça, ces moqueries, c'est tout ça, ces comparaisons. Mais une fois que tu as accepté ça, tu vas, tu fonces. Et moi, aujourd'hui, c'est juste pour te donner 2 chiffres. C'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans sans faire la moindre visite à l'achat et à la revente. LinkedIn, 68 000 abonnés, 3 000 agents immobiliers inscrits. Sur WIM, du coup, là, ouais. Et aujourd'hui, on est 115 WIMers, 115 marchands de biens qui m'ont rejoint en l'espace de 7 mois que inbound marketing LinkedIn. Pas encore sur les autres réseaux sociaux. Je suis que LinkedIn, t'imagines? Ouais, mais là, t'es leader sur LinkedIn, donc vaut mieux qu'il reste.
Enfin, tu fais partie des leaders, je veux dire. Ouais. Sur ton marché, t'es très identifié, très vu. Ouais, voilà. Après, il faut accepter aussi que ça marche pas. Tu vois, mon associé, la dernière fois, il me dit, putain, on est l'opposé. Je lui dis, mais avec moi, tu vas apprendre à l'imperfection. Faut apprendre des fois à pas faire bien. Tu vois ce que je veux dire? Toujours faire bien, contrôler mon image, mon sim. Vas-y, t'es là déjà, t'es en train de réfléchir. Fais mal. Fais exprès de faire mal pour apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. L'école de la vie. L'école de la vie. Moi, je fais des posts, mais bidons. Mais qu'est-ce que je suis content. J'ai osé le faire. J'ai osé dire. Bien. Est-ce que t'as des posts bidons qui ont bien marché? Mais bidon. J'ai mis une phrase. C'est qui a cartonné. Parce que t'oses, parce que t'es authentique. Parce que c'est décalé. Que le post qui est bien rédigé avec. Oui, on voit que c'est réfléchi. Le mec, il a utilisé ChatGPT, il a fait un truc. Là, c'est spontané. C'est la spontanéité. C'est ta personnalité aussi. Ouais, moi, je suis un généreux. Je marche à l'affect. Moi, voilà, j'ai manqué d'amour et j'essaie de donner l'amour aux gens qui m'en donnent. Et je pense que voilà, LinkedIn, les réseaux sociaux aussi, c'est accepter de donner aux autres aussi. Si t'es pas dans cette optique, n'y va pas sur les réseaux sociaux. Si t'es là juste pour copier, regarder ce que font les autres, hein, t'es là pour donner aussi, donner ton expérience, ton savoir, tes erreurs, tes échecs. Enfin, je le vois comme ça, moi. Hein. Si on essaie de regarder un peu plus de perspective sur les 2, 3, 5 prochaines années, à toi de me dire les plans que tu t'es fixés. Ouais. Où est-ce qu'il sera dans 5 ans, le Florent? Tu sais quoi, je vais dire un truc que j'ai appris il y a 2 ans. Quand il n'y a pas de plan, il y a un plan. Ça, c'est magnifique. Moi, je suis un contrôlant, je suis un militaire. Militaire, il part pas à la guerre au brouillard. Il faut tout contrôler, tout vérifier, Et depuis, tu vois, l'appli, je voulais la vendre l'année dernière. Putain, ça vaut rien, toi, d'appli, personne n'en veut. Putain, j'ai pris la mort. J'ai commencé à la vendre sans plan. J'ai dit, tu la veux 5000. Tu la veux 5000. On va être, Mathieu, je te l'annonce, d'ici cet été, 300 qui auront payé 5000. Je sais pas si tu fais le calcul par rapport à l'appli qu'on voulait même pas m'en donner 20 il y a 1 an. Et en fait, moins t'as de plan, plus tu avances en marchant, t'apprends en marchant, plus tu vois grand. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai un fils comme je t'ai dit, qui va avoir 15 ans et qui veut faire mon métier. Donc c'est lui qui me pousse. Donc je te dirais que je vais tenir jusqu'à ses 18, c'est sûr. C'est ta nouvelle énergie, quoi. Ah ouais. Là t'as 4 ans à bloc, il a 14 ans, tu m'as dit. Hein. Ah ouais, là il a 15 ans le mois dans 2 mois, il a 15 ans dans 2 mois. Ouais. Voilà, je veux. Donc ouais, je me suis fixé 5 ans pour l'amener bien. Ouais, ça serait l'idéal. 5 ans, ouais. Et est-ce que cette source d'énergie qui est ton fils qui t'a dit papa, je veux te rejoindre, je veux faire comme toi. Ouais. Est-ce que tu l'avais déjà en tête avant qu'il te le dise? Et c'était pas ta motivation? Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, je voyais quand même qu'il était vif. Je voyais quand même qu'il avait l'essence commerciale, qu'il passe bien, la bonne bouille. Je voyais qu'il y avait quand même quelque chose qui me ressemblait. Mais franchement, c'est lui qui a pris la décision et du coup, ça me met une pression de ouf, tu vois. Parce qu'en fait, c'est mon plus grand fan, mais je lui dois aussi beaucoup, tu vois. C'est ton mini-toi. Je dois faire mieux, tu vois. Donc, il me pousse. Donc, non, franchement. Ouais, c'est un beau défi, alors. Ouais, franchement, rien que pour ça, ouais. Bon, super. On arrive à la fin de cette interview. Merci, Florent. Bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo pour ton parcours. Comme quoi, je pense que ça peut être hyper inspirant. T'es parti de rien. T'étais dans l'armée, tu connaissais rien à l'immobilier. Et tu deviens un marchand de biens qui a fait des opérations à perte, mais surtout des opérations gagnantes. Maintenant, avec une appli, de la visibilité sur les réseaux sociaux, hyper complet, en fait. Comme quoi, ce métier, il a de l'avenir. Merci beaucoup. Elia aussi. Ouais. T'as des bouquins à recommander? Des bouquins recommandés? Sur le marchand de biens, sur l'activité. Ah, je veux dire un bouquin recommandé. Pour moi, le seul bouquin que je recommande, c'est L'obstacle et le chemin. L'obstacle et le chemin. Voilà, pour moi, ça veut tout dire. Bon, bah écoute, je le connais pas, je le lirai du coup. Ah oui. Voilà. Super. Merci beaucoup, Florent. Hyper intéressant. Allez, ciao Mathieu. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire des questions que tu voudrais poser à Florent. N'hésite pas aussi à me dire quelle activité, quel métier tu voudrais découvrir dans cette interview expert. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et je te retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo.